Bonsoir, bienvenue au résumé du cours 2 statique des fluides, première partie. Donc, on avait commencé par mettre en évidence le fait que lorsqu'on étudie la statique des fluides, un peu comme on a vu dans le cours de MEX 11, on en part toujours du principe que la somme des forces est égale à MA, sauf que nous sommes dans le cas particulier où la somme des forces est égale à zéro. Et comme dans la plupart des cas, on va avoir, le fluide va être exposé à de la gravité, ça prend une autre force pour venir compenser les effets de la gravité. Et la plupart du temps, cette autre force-là va être les forces de la pression. Et à ce moment-là, il faut étudier comment la pression varie à l'intérieur d'un fluide pour compenser la gravité et garder la somme des forces égale à zéro, qui va nous amener à une situation statique du fluide. Donc, les applications, il y en a plusieurs, mais les barrages hydroélectriques et les ballons dirigeables sont un exemple concret de la statique des fluides. Donc, on peut commencer ici en rappelant que la pression, c'est une force par unité de surface. Euh, on utilise principalement le Pascal pour mesurer la pression. Donc, une atmosphère est à environ 101,3 kPa. À titre de référence, aussi, on met un peu une comparaison avec les livres par pouce carré, PSI. Mais dans le cadre du cours, on va principalement s'intéresser au système d'unité métrique. Rappelons aussi que la pression, elle est due entre un échange de quantité de mouvement entre les particules et les parois internes d'un réservoir sous pression, par exemple. Mais d'un point de vue application, ce qui nous intéresse, c'est plus une approche macroscopique. Donc, c'est le cumul ou l'effet moyen de ces particules microscopiques qui vont agir sur un manomètre qui va nous permettre de donner une pression relative à la pression atmosphérique. Et justement, quelle est la différence entre une pression absolue, pression manométrique et pression de vide? Donc, la pression absolue, c'est la pression qui est liée à la thermodynamique, donc directement liée à la température, la masse volumique d'un gaz en question, via l'équation des gaz parfaits. Donc, à noter aussi une pression absolue n'est jamais parfaitement égale à zéro. Le vide parfait n'existe pas vraiment. Donc, ce qui va se produire, c'est qu'on va avoir une pression qui peut tendre vers zéro sans nécessairement jamais vraiment l'atteindre. Et alors que la pression manométrique, c'est une pression qui est mesurée par rapport à une pression atmosphérique. Donc, c'est pour ça qu'on va appeler la pression relative. C'est une pression qui est relative à la pression atmosphérique. Et pour éviter d'avoir des pressions relatives négatives, donc on va introduire le principe de pression du vide, où que la pression atmosphérique moins la pression absolue va nous donner une pression euh, de vide ou pression vacuum. De façon un peu plus visuelle, donc on peut représenter la pression d'un fluide qui est inférieure à la pression atmosphérique par P vacuum ici, alors que lorsque la pression du fluide elle est supérieure à la pression atmosphérique, donc on va la représenter par une pression relative positive. À noter que la pression est un scalaire, donc la pression doit être égale dans toutes les directions à un point donné. Et il ne faut pas oublier non plus que la force est un vecteur. Et donc, comment on fait pour calculer un vecteur force à partir d'une pression? Ben, c'est en appliquant en considérant le vecteur normal. Donc, si on s'intéresse aux effets de la pression sur une paroi plane, par exemple, donc le vecteur force va être généré par la variation de pression de part et d'autre de euh, la plaque, hein, ou la surface en question, multiplié par la surface de la plaque, multiplié par le vecteur normal. Et le vecteur normal, c'est un vecteur unitaire qui est toujours perpendiculaire à la surface euh, surface de notre plaque. Donc, ici, pour mettre en évidence le fait que la pression est constante ou est la même dans un point donné, on met ici en évidence un cube delta X, delta Y, delta Z qu'on a coupé en deux. Donc, sur une horizontale, donc perpendiculaire à la gravité, on voit que sans même faire l'hypothèse de delta X, delta Y, delta Z tend vers zéro, on arrive à la conclusion que
P1 est égal à P3. Et si on veut faire le même raisonnement dans l'axe des Z, on se rend compte en fait que P2 et P3 sont séparés ou diffèrent d'un facteur qui est proportionnel à delta Z. Donc, comme on s'intéresse dans un premier temps dans la pression en un point, ça implique que delta X, delta Y, delta Z tend vers zéro. Et dans le cas particulier où que delta X, delta Y, delta Z tend vers zéro, donc on arrive à la conclusion que P1 est égal à P2, qui est égal à P3, qui est égal à P. On avait fait la démarche un peu plus détaillée dans le cadre du cours, mais notez que la pression est un scalaire et donc la même dans toutes les directions. Donc, cette image-là permet d'illustrer un peu mieux le principe qu'on a vu précédemment, où sur une variation horizontale, donc sur une ligne horizontale, on voit que la pression, elle est constante, alors que sur une ligne verticale, la pression varie linéairement sous l'effet de la gravité. Et donc, une façon plus imagée de voir ça, c'est que la pression en 1 doit être plus élevée que la pression en 2 parce que la pression en 1 doit supporter le poids d'une particule de fluide plus compenser la pression en 2 pour rester statique. Donc, notez qu'à un point donné, si on prend le coin supérieur droite, par exemple, les flèches qui représentent les pressions sont les mêmes dans tous les sens. Donc, on a fait un premier exemple pour déterminer la pression à la station 2 avec les données du problème. Ici, on avait utilisé de l'eau avec une masse volumique de 1000 kg par mètre cube et on a fait un exemple similaire ici avec de l'air où on a une masse volumique de 1,225. Notez qu'on a pratiquement un facteur 1000 entre la masse volumique de l'air et celle de l'eau. Et le principal résultat qu'on doit conclure, qu'on doit observer, c'est le fait que lorsqu'on va avoir un gaz dans un réservoir, on va toujours pouvoir faire la supposition, l'hypothèse comme quoi que la pression elle est uniforme à l'intérieur de ce réservoir-là, peu importe la pression. Donc, c'est sûr que ça varie un peu, comme on a montré à l'exemple, dans cet exemple-ci, mais les fluctuations sont tellement faibles qu'on peut supposer que la pression est uniforme, que ce soit la partie supérieure ou inférieure de notre réservoir, sous pression, euh, avec un gaz. Autre point important à noter, donc on avait déjà dit que la pression était la même sur une ligne horizontale, mais c'est bien de mettre en évidence le fait que ce principe-là tient malgré le fait que la surface en tant que telle peut être orientée dans toutes les directions. Ça peut être horizontal, incliné, les surfaces courbes. Donc ici, la pression au point A, B, C, D, E, F et G sont tous les mêmes. Notez par contre que comme on change de l'eau au mercure, au point H, on va avoir une pression plus élevée au point I. Et donc, ça, c'est tout simplement parce qu'on cumule les effets de la variation de la pression dans l'eau et puis par la suite dans le mercure. Et donc, le mercure ayant une masse volumique beaucoup plus élevée que celle de l'eau, on s'attend à ce que la pression varie plus drastiquement une fois que le point H pénètre dans le mercure. Malgré le fait que le point H et le point I sont à la même profondeur, l'effet du mercure a pour effet d'augmenter la pression au point H. Principe de Pascal. Donc, le principe de Pascal ici met en évidence le fait que si on a une pression qui est uniforme, on peut tirer profit d'un jeu de surface pour avoir un gain mécanique. Donc, par gain mécanique, on veut dire augmentation de la force. Donc ici, par exemple, si la surface en 2 est plus élevée que la surface en 1, donc avec nos équations de pression, on arrive à la conclusion que le ratio A2 sur A1 est supérieur à 1, ce qui va nous amener à un gain mécanique qui est proportionnel au ratio des surfaces. Donc, notez que malgré le fait qu'on augmente la force ici, on n'augmente pas nécessairement, on ne crée pas d'énergie de toute évidence. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on double la force via les surfaces, on va aussi influencer par un facteur 2 le déplacement. Donc, si on double la force, on va réduire de moitié le déplacement de façon à ce que la force fois le déplacement soit toujours une constante et ce qui est aussi imposé par la conservation d'énergie. Donc, autre phénomène important en
mécanique des fluides, c'est le baromètre de Torricelli. Donc ici, ce qu'on voit, c'est un instrument de mesure qui permet de quantifier la pression atmosphérique, donc la pression absolue. Donc la pression atmosphérique vient s'appuyer sur le mercure et ici, on s'organise pour que le tube soit rempli avant d'être renversé dans le contenant de mercure. Et donc, la colonne de mercure H va s'ajuster pour vaincre la pression atmosphérique. Donc, si on fait un diagramme du corps libre de la partie du mercure qui est dans le tube, donc on a la pression atmosphérique qui est la partie inférieure. On a une pression qui est pratiquement nulle euh, en C, et donc la pression atmosphérique est compensée uniquement par la colonne de mercure qui peut être mesurable facilement. Donc, ρ, G, H, A, où A ici est la surface de notre tube. Donc, après simplification, on voit que la pression atmosphérique va être simplement égale à ρ, G, H, où ici ρ représente la masse volumique du mercure. Donc, ça explique pourquoi, d'un point de vue historique, on utilise le mercure ou les millimètres de mercure pour déterminer la pression atmosphérique. Donc, un exemple de phénomène de pression hydrostatique, c'est dans le manomètre différentiel. Donc, ici, on a un réservoir sous pression, où un gaz est à l'intérieur de ce réservoir-là. Donc, notez que la pression est uniforme dans le réservoir. Donc, quand on vous demande quelle est la mesure de P gaz, on est en train indirectement de vous demander quelle est la mesure de pression à la station 1. Donc, de 1 à 2, on est sur le même horizontal, donc aucune variation de pression. Et de 2 à 3, c'est la pression hydrostatique qui va nous permettre de déterminer le saut de pression, la variation de pression. Et donc, cette variation de pression-là, avec les équations qu'on a vues, correspond exactement à pression atmosphérique plus ρGH. Et si on y va de pression relative, donc à ce moment-là, c'est la pression manométrique au point 1 va être simplement ρ fois G fois H. Donc, pour les cas plus complexes, on peut adopter la même approche, mais de façon systématique. On va venir détailler les différentes stations entre les points d'intérêt. Si on s'intéresse à la variation de la pression entre 1 et 2, donc on peut identifier les stations A, B et C et venir calculer les delta pression de A ou de 1 à A, de A à B, de B à C, puis de C à 2. Et toutes les contributions vont être sommées et on va pouvoir simplifier l'équation. Donc, ça nous donne que la différence de pression de P2 moins P1 est égale à ρ1 moins ρ2, le tout multiplié par GH. Donc, d'un point de vue mécanique, on avait discuté qu'est-ce qui permet au manomètre de fonctionner. Donc, c'est plutôt la déformation élastique des différentes composantes métalliques à l'intérieur d'un manomètre qui va permettre à l'aiguille de bouger. Évidemment, calibré et avec haute précision, ça va nous donner une mesure de pression relative parce qu'on étudie la différence de pression de part et d'autre des différents éléments mécaniques. Donc, les instruments de mesure tels que les qu'on retrouve dans les maquettes de soufflerie, donc permet de cartographier la distribution de pression. Et donc, cette cartographie de pression-là va nous permettre de déterminer les coefficients de portance, coefficients de traînée, dont on va discuter plus longuement dans la deuxième moitié de la session. Donc, dernier point qu'on a discuté aujourd'hui, c'est les forces hydrostatiques sur une surface plane. Donc, l'objectif ici est dans un premier temps, de trouver une force résultante associée à la distribution linéaire de pression. Et non seulement on veut trouver la force résultante, mais on veut savoir où cette force résultante-là doit s'appliquer pour garder son équivalence avec la distribution de pression qu'on observerait réellement sous les effets de la pression hydrostatique. Donc, première étape, si on s'intéresse par exemple à la distribution de pression sur un côté de la plaque, disons le côté supérieur ici, donc on s'intéresse dans un premier temps à connaître la variation de la pression le long de la plaque, donc c'est ce qu'on a fait ici avec P fonction de Y. Et dans un deuxième temps, on va vouloir intégrer, donc la force résultante va être le résultat d'une intégrale de surface de P multiplié par dA.
Et quand on fait l'intégrale, on fait une simplification, on obtient le résultat suivant, où que la force résultante n'est rien d'autre que la pression au centroïde de la plaque multipliée par la surface. Donc, la pression au centroïde, c'est la pression moyenne qui est appliquée sur la plaque. Donc, une pression moyenne fois une surface va nous donner la force qui est appliquée sur la plaque submergée. Donc, c'est pas parce qu'on calcule cette force résultante au centroïde que ça veut dire qu'elle doit s'appliquer au centroïde. Donc, si je veux déterminer où je dois appliquer cette force résultante-là, je dois déterminer le centre de pression. Par définition, un centre de pression est le point d'application d'une pression qui s'applique sur une surface. Et donc, ça va nous permettre d'identifier le point YP, le centre de pression, où la force résultante va s'appliquer. Donc, la logique derrière ce calcul-là, s'il s'agit de faire la somme des moments qui est égale à 0 autour d'un point quelconque. Ici, on a choisi le point O. Si on se rapporte à la figure précédente, donc si on fait la somme des moments qui est égale à 0, donc ça veut dire que la force résultante fois le bras de levier YP doit générer le même moment que la distribution linéaire de pression qui est générée par l'eau lorsqu'elle s'appuie contre la plaque. Et en développant l'équation, donc on arrive à l'équation de YP qui est exprimée en fonction de YC, du moment d'inertie par rapport au centroïde et de la pression atmosphérique. Donc, erreur fréquente ici à ne pas faire, c'est de supposer que YC est toujours égal à HC. En réalité, c'est possible que YC soit égal à HC, mais c'est dans le cas particulier où que la plaque est verticale, c'est-à-dire θ est égal à 0 degré. Et autre erreur fréquente, c'est de confondre le centroïde avec le centre de pression. Donc, juste pour résumer, on détermine la force résultante en utilisant la pression centroïde, mais on vient appliquer cette force résultante-là au centre de pression YP. Donc ici, on permet de visualiser un peu mieux la différence entre le centre de pression et le centroïde de la plaque. Donc, des simplifications fréquentes peuvent être faites si on peut travailler en pression relative. Si on peut travailler en pression relative, ça impose que P0 est égal à 0. Et à ce moment-là, notre équation d'YP se simplifie de façon significative. Donc, d'où l'intérêt de travailler en pression relative quand on peut. Puis on avait fini avec cet exemple-là ici, qui nous permettait de quantifier le centroïde, la force résultante, la position du centre de pression, et d'illustrer ici en même temps la force résultante qui représente l'effet du fluide sur la paroi. Donc, notez que vous avez droit à l'intra une feuille de notes recto verso, en plus de certaines aides-mémoires, ce qui va vous être fourni comme cette feuille ici où on va vous préciser la surface, comment calculer la surface d'un triangle, d'un cercle, d'un quart de cercle, d'un ellipse, et surtout le moment d'inertie, donc pour vous éviter les pertes de temps durant l'examen. Donc, on vous donne ces équations-là. Donc, c'est tout pour le cours 2. Et la semaine prochaine, on fera les surfaces courbes, le principe d'Archimède et le mouvement encore rigide.